Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Comment les entreprises se financent-elles? Nous en profiterons pour faire la distinction entre agents à capacité de financement et agents à besoin de financement. Et nous verrons que les entreprises peuvent se financer soit par le biais du financement interne, soit par le biais du financement externe, que ce soit indirect et direct. Nous en profiterons également pour inclure quelques petits rappels sur la valeur ajoutée et l'excédent brut d'exploitation. Alors, on distingue les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Les agents à capacité de financement sont les agents dont les revenus sont supérieurs aux dépenses. En termes techniques, autrement dit, les ressources sont supérieures aux emplois. Cela signifie que lorsqu'ils auront effectué leurs dépenses courantes, il leur restera encore une épargne qu'ils pourront affecter, par exemple, à des investissements, des achats de biens de production durables, des achats de terrains, de bâtiments, etc. Dans ce cas, si l'agent est à capacité de financement, il pourra donc financer seul l'intégralité de ses dépenses. On parlera donc de financement interne ou d'autofinancement. Inversement, si nous sommes en présence d'un agent à besoin de financement, cela signifie que nous sommes en présence d'un agent dont les revenus sont inférieurs aux dépenses. Autrement dit, les ressources sont inférieures aux emplois, ce qui signifie qu'il ne va pas posséder suffisamment de liquidités pour pouvoir couvrir en fait l'intégralité de ses dépenses. Dans ce cas, il n'aura pas assez d'argent, il devra en trouver. Pour cela, il va opter pour un financement externe, que ce soit un financement externe indirect ou intermédiaire, en passant par des banques, ou que ce soit un financement externe direct. Dans le cas des entreprises, elles ont davantage tendance à être des agents à besoin de financement. Alors, commençons donc par la première modalité de financement, en l'occurrence le financement interne, également appelé autofinancement. Dans ce cas, donc, les entreprises vont pouvoir puiser dans leurs ressources afin de financer leurs dépenses. L'avantage pour elles, c'est qu'elles vont conserver leur autonomie, elles n'auront rien à rembourser en fait, ce n'est pas comme dans le cadre d'un crédit bancaire, elles n'auront pas de nouveaux actionnaires qui vont rentrer dans le capital, qui vont un petit peu modifier l'équilibre du pouvoir. Bon, inversement, il est vrai que s'autofinancer, pour s'autofinancer, il faut des fonds, il faut de l'argent, il faut de l'épargne. Et en plus, et cela a un coût d'opportunité, autrement dit, l'argent que l'on va affecter à quelque chose ne pourra pas être affecté à autre chose. Alors, qu'entend-on par les ressources en fait, dont vont disposer les entreprises? Et bien, en fait, ces ressources vont être constituées donc des bénéfices non distribués, autrement dit, c'est la part du bénéfice qui va être conservé en fait par l'entreprise. On rappelle que le bénéfice distribué, lui, va correspondre aux dividendes. Et d'un autre côté, donc, ce sera là également la dotation aux amortissements. La dotation aux amortissements, c'est une charge non décaissable qui va mesurer la perte de valeur d'un bien de production. Donc, si on traduit en français, ça veut dire quoi? L'amortissement, c'est tout simplement pour mesurer, c'est un terme comptable, qui a pour vocation de mesurer l'usure en fait des biens de production que l'entreprise va utiliser. Par exemple, elle achète une machine d'une durée de vie de 10 ans, et bien en fait, on va considérer, bon, si on est dans le cadre d'un amortissement linéaire classique, que chaque année, cette machine va perdre 10% de sa valeur. La première année, donc, elle ne vaudra plus que 90% de sa valeur. À la fin de la deuxième année, elle ne vaudra plus que 80% de sa valeur. Et à la fin de la dixième année, la machine ne vaudra plus rien. En fait, la dotation aux amortissements, c'est une charge. Une charge, ça signifie en fait qu'elle vient en déduction du résultat de l'entreprise. Et on dit que c'est une charge non décaissable parce qu'en fait, il n'y a pas de sortie d'argent. C'est-à-dire que c'est juste, en fait, d'un point de vue comptable. Dans les faits, la somme reste dans les poches de l'entreprise. Alors, il faut replacer, en fait, tout cela plus globalement. Et ça va nous permettre de revoir très rapidement donc, les notions de valeur ajoutée et d'excédent brut d'exploitation. On rappelle que la valeur ajoutée, c'est tout simplement la différence entre le chiffre d'affaires, autrement dit la recette totale de l'entreprise, le prix unitaire multiplié par les quantités vendues, et au chiffre d'affaires, on va déduire les consommations intermédiaires.
on va obtenir la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est comme un gros gâteau en fait qui va se diviser en 3 parts. La plus grande part de la valeur ajoutée va aller en fait du côté des frais de personnel, du côté de la rémunération des salariés, autrement dit ce sont les salaires que l'entreprise va verser aux travailleurs, mais également les cotisations sociales, qui constituent ce que l'on appelle en fait des salaires différés dans la mesure où les cotisations sociales, maladie, vieillesse, etc., vont ensuite se transformer si jamais il y a un risque social qui apparaît. Par exemple, les cotisations sociales maladie se transformeront justement en remboursement de soins médicaux, les cotisations sociales vieillesse se transformeront en pension de retraite, etc. Une deuxième partie de la valeur ajoutée va aller dans les poches de l'État, ce sont les différents impôts qu'il peut exister sur la production. Et une troisième partie de la valeur ajoutée va aller du côté de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui va revenir à l'entreprise une fois en fait qu'elle aura payé en fait les fournisseurs au niveau des consommations intermédiaires, payé les travailleurs également les cotisations sociales et versé quelques impôts liés à la production. Alors attention, l'excédent brut d'exploitation, ce n'est pas du tout le bénéfice de l'entreprise, puisqu'à l'excédent brut d'exploitation, il faut encore enlever un certain nombre d'éléments, par exemple les intérêts que l'on va verser aux organismes prêteurs, les impôts sur les bénéfices, sur les sociétés, l'amortissement donc que nous avons préalablement évoqué, tout comme les bénéfices non distribués ou les bénéfices conservés par l'entreprise, en fait c'est la même chose. Il faut également enlever les dividendes qui vont être versés aux actionnaires. Et si l'on reprend ce que nous avons dit en fait juste avant, les amortissements plus le bénéfice conservé par l'entreprise, cela va conférer à l'entreprise une capacité en fait d'autofinancement. D'un autre côté, si l'entreprise n'a pas une capacité d'autofinancement suffisante pour pouvoir financer seule ses dépenses, pour pouvoir couvrir l'intégralité en fait de ses dépenses, par exemple d'investissement, dans ce cas-là, elle va devoir effectuer un financement externe. Premier exemple de financement externe, le financement externe indirect, on dit aussi le financement externe intermédiaire, parce qu'il y a un intermédiaire qui va intervenir, en l'occurrence une banque. Alors, comment cela fonctionne concrètement? En fait, nous parlons tout simplement du crédit bancaire. Le crédit bancaire, c'est tout simple. D'un côté, vous allez avoir en fait les agents à capacité de financement. Autrement dit, ce sont les agents dont les ressources sont supérieures aux emplois. Ces agents à capacité de financement donc, vont déposer leur épargne auprès des institutions bancaires qui vont transformer ces sommes donc en crédit accordé aux agents à besoin de financement. Dans ce cas, nous parlons d'intermédiation de bilan. Alors c'est vrai que ce financement externe indirect est intéressant, surtout pour les TPE, les très petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, et même les jeunes entreprises qui viennent d'être créées, car en fait c'est un moyen simple effectivement de pouvoir se développer. A contrario, il est vrai que c'est source d'endettement, ça va générer une dépendance en fait à l'égard de quelqu'un, et ici en fait une dépendance à l'égard de la banque. Alors bien évidemment, s'endetter auprès d'une banque a un coût, ce coût s'appelle techniquement le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est donc ce que va rapporter le crédit en fait à la banque, c'est la rémunération du prêteur. Et d'un autre côté, le taux d'intérêt va constituer un coût pour l'emprunteur. Ce coût va varier en fonction d'un certain nombre de variables, que ce soit le profil de l'emprunteur, est-ce que l'entreprise a un niveau d'endettement élevé, faible, va varier en fonction des conditions de marché. Est-ce que globalement les taux d'intérêt pratiqués sur le marché sont situés à des niveaux acceptables ou à des niveaux très élevés? En fonction de la durée d'emprunt, bien évidemment, plus la durée d'emprunt est élevée, plus les taux d'intérêt sont tirés vers le haut. Également la qualité du projet que va présenter l'entreprise donc à sa banque. Le financement que nous venons donc de voir, à savoir d'un côté l'épargne collectée des agents à capacité de financement qui va se transformer, c'est un mécanisme de transformation en crédit accordé aux agents à besoin de financement, cela correspond à un financement externe indirect non monétaire. Il existe également le financement externe indirect monétaire qui correspond à ce que l'on appelle la création monétaire, cela fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, à noter qu'en fait, le financement externe indirect est plus compliqué qu'il n'y paraît. Effectivement, le financement externe indirect, classiquement, c'est on passe par un intermédiaire pour pouvoir se voir accorder en fait un crédit.
tout simplement. Donc là, c'est le rôle de ce qu'on appelle les banques de détail, c'est de l'intermédiation de bilan. Simplement, il faut savoir que depuis les années 90-2000, il y a eu une évolution du métier des banques qui sont petit à petit en fait passées d'une intermédiation de bilan à une intermédiation de marché. Autrement dit, elles sont un petit peu passées de leur rôle de banque de détail traditionnelle à un rôle de BFI, de banque en fait de financement et d'investissement. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'une entreprise, par exemple, va émettre des actions, des obligations, eh bien, les banques vont pouvoir les racheter, mais pour les comptes de leurs clients. Autrement dit, elles vont se porter acquéreurs, dans le cas présent, d'un certain nombre de titres qui vont être émis par des entreprises. Et ensuite, ces titres seront placés dans le cadre de contrats, que ce soit des fonds communs de placement, des contrats d'assurance vie, etc. Deuxième forme de financement que les entreprises effectivement peuvent mettre en place, il s'agit d'un financement externe direct. Autrement dit, c'est un financement par émission de titres. Alors concrètement, cela fonctionne de la manière suivante. D'un côté, nous allons avoir les agents à besoin de financement qui vont émettre des titres. Ces mêmes titres vont être achetés par des agents à capacité de financement qui, en contrepartie, vont fournir de l'argent, de la monnaie. Par exemple, une entreprise va émettre des actions. D'un autre côté, par exemple, un ménage va décider d'acheter ses actions. Donc, autrement dit, il va devenir actionnaire. Actionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le ménage va détenir un titre de propriété. Ça veut dire qu'il va détenir une partie du capital de l'entreprise. À ce titre, il aura un droit à percevoir un dividende qui, je le rappelle, constitue la part du bénéfice distribué. Une entreprise peut également, alors en fonction de sa taille bien évidemment, c'est pour les plus grandes, émettre des obligations. Alors une obligation, c'est un titre de créance. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise émet une obligation et elle donc s'engage à rembourser la somme que vous lui avez avancée à terme. Vous êtes donc le créancier de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a une dette à votre égard. Bien évidemment, cela ne se fait pas gratuitement. La monnaie que vous allez avancer à l'entreprise vous sera, à une échéance convenue, remboursée avec, en plus, des intérêts. Alors, les actions et les obligations, qui donc sont respectivement des titres de propriété et des titres de créance, n'ont pas en fait les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. L'avantage d'une action, effectivement, c'est bon, il n'y a pas d'endettement. Déjà, c'est l'un des premiers avantages. La charge financière est variable. La charge financière d'une action, ce sera en fait le dividende qui sera versé d'une année sur l'autre. Par contre, c'est vrai que ce qui peut être problématique avec les actions, c'est qu'on risque d'avoir une dispersion du capital. Autrement dit, on peut avoir de nouveaux arrivants parmi les propriétaires de l'entreprise et ça peut modifier justement les équilibres stratégiques entre les différents propriétaires de l'entreprise. Au niveau des obligations, en fait, ce sont des avantages et des inconvénients miroirs. Ça veut dire que comme avantage de l'obligation, effectivement, il n'y a pas de modification dans l'équilibre du pouvoir entre les propriétaires. Je veux dire, quelqu'un qui détient 40% d'une entreprise, l'entreprise émet des obligations, à la fin, il détiendra toujours 40% bien évidemment du capital de l'entreprise. Par contre, inversement, bien évidemment, dès l'instant où il y a des obligations qui sont émises, cela est source d'endettement au niveau de l'entreprise. Alors, si on rentre dans les détails, comment cela va fonctionner en fait? Il faut distinguer deux types de marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est tout simplement le marché où sont émis les nouveaux titres, que ce soit des actions ou des obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, par exemple, une entreprise décide de s'introduire en bourse. Elle décide de faire une augmentation de capital. Une augmentation de capital, ça veut dire qu'en fait, elle va créer de nouvelles actions qu'elle va mettre sur le marché. Elle peut également opter pour un emprunt obligataire. Ça veut tout simplement dire qu'elle va en fait créer des obligations qu'elle va mettre sur le marché. Alors que va-t-il se passer? L'entreprise va s'introduire en bourse, elle va mettre sur le marché de nouvelles actions, de nouvelles obligations. Et ces nouvelles actions et ces nouvelles obligations, eh bien tout simplement, elles vont être achetées par des agents à capacité de financement. Cela va permettre à l'entreprise de pouvoir récolter des liquidités qui lui permettront de pouvoir financer un certain nombre de dépenses, par exemple des dépenses d'investissement.
Sur le marché secondaire vont circuler en fait les titres qui ont déjà été émis. Autrement dit, le ménage qui par exemple a acheté des actions et qui n'a pas envie de les posséder pendant au-delà d'une certaine durée, va tout simplement en bourse décider de vendre ses actions. Donc autrement dit, le marché secondaire va permettre d'assurer la liquidité des titres à leurs détenteurs. Si l'on devait faire une comparaison, on pourrait tout simplement dire que le marché primaire, c'est le marché du neuf, où les titres sont émis pour la première fois, et le marché secondaire, c'est le marché en fait de l'occasion, sur lequel les titres vont s'échanger, et le prix auquel ils vont s'échanger, il sera fixé tout simplement par confrontation de l'offre et de la demande.